Notre itinéraire nous porte maintenant au seuil du XVIe siècle. Dans ce diaporama, nous allons découvrir cette période au moyen de ses dates clés, de ses concepts principaux et de ses images. L'image qui fait office de couverture dans notre diaporama est une peinture murale qui se trouve dans la Chambre des Arts au château d'Annecy-le-Franc. Exécutée vers 1550 et attribuée au peintre italien Primatis, ce médaillon représente l'allégorie de la rhétorique, l'art de bien parler, une discipline qui passionne les humanistes du XVIe siècle et qui influe de manière considérable sur la littérature de cette période. Après le Moyen Âge vient le temps de l'époque moderne. Selon les historiens, la modernité s'étend entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les débuts de la modernité diffèrent suivant les pays ou les disciplines concernées. Pour la France, la date la plus retenue est celle de l'avènement de François Ier en 1515. Sa date de fin communément acceptée coïncide avec la Révolution française. À l'intérieur de cette période plutôt ample, l'on distingue souvent la première modernité qui se limite au XVIe et XVIIe siècle. Dans l'étude de cette période, nous entendons très souvent parler de Renaissance. Comme nous pouvons le voir dans notre frise chronologique, ce courant artistique et littéraire ne correspond pas avec le XVIe siècle, mais le précède. Le mot Renaissance, en italien Rinascita, fut utilisé pour la première fois par l'artiste et écrivain italien Giorgio Vasari en 1550 pour désigner les styles de peintre Raphaël et Michel-Ange. En français, D'Alembert relie plus précisément le XVIe siècle et la Renaissance dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, où il fait l'éloge des savants de cette période pour leur contribution à la renaissance des lettres. Par rapport à l'expression plus générale d'époque moderne, le mot de Renaissance se réfère spécifiquement à l'ensemble des changements artistiques, littéraires et scientifiques qui surviennent à la fin du Moyen Âge. En Europe, une date fondamentale marque son début, 1453. En effet, 3 événements fondamentaux ont alors lieu. La fin de la guerre des Cent Ans qui avait opposé France et Angleterre, et dont la monarchie française sort plus organisée et plus centralisée. La prise de Constantinople par les Turcs, qui entraîne l'exil en Italie de nombreux érudits byzantins, en donnant par conséquent impulsion à l'étude de la langue grecque et des textes de l'Antiquité. Enfin, c'est à cette date que Gutenberg met au point la technique d'impression qui permettra le développement de l'industrie éditoriale. En France, la Renaissance débute avec la date symbolique de 1470, année où fut installée à la bibliothèque de la Sorbonne la première presse d'imprimerie. Quant à sa fin, les historiens la font coïncider avec celle du règne d'Henri II. Ce moment de la littérature française se caractérise par la redécouverte des sources antiques, par la mise en place de la République des lettres, un véritable réseau social des savants, et par la réflexion sur la langue. À la Renaissance fait suite le baroque, qui commence à la mort d'Henri II et se termine avant le début du règne personnel de Louis XIV, où triomphe en revanche le classicisme. Aussi dans ce cas, nous voyons que le baroque dépasse considérablement les limites du XVIe siècle. Le mot baroque apparaît dans la langue française en 1531 pour traduire le terme portugais barroco, qui désigne une perle de forme irrégulière. Son utilisation actuelle pour désigner un courant artistique et littéraire est toutefois beaucoup plus tardive puisqu'elle date du XIXe siècle. Le début de la période baroque correspond avec les guerres de religion qui ont lieu de 1562 à 1598. La littérature baroque est donc marquée par une esthétique de l'illusion et du contraste qui traduit les tensions religieuses et politiques qui bouleversent cette époque. Nous savons aujourd'hui que la Renaissance ne se développe pas sous le signe d'une rupture avec le Moyen Âge. Au contraire, les deux époques se trouvent dans un rapport de continuité. Et pourtant, les femmes et les hommes de cette période ont le sentiment que la leur, c'est l'époque de la lumière, par contraste avec l'obscurité de l'ignorance où avait sombré l'époque qui les précédait. La métaphore de la clarté est alors très présente dans les écrits de cette période. Par exemple, le philologue Guillaume Budet estime en 1532 que son époque a finalement redonné vie à la lumière des bonnes lettres, que les disciplines humaines ont retrouvé l'élégance et la beauté qu'elles possédaient autrefois à Rome et en Grèce, et que par conséquent l'on a vaincu pour toujours l'ignorance, les ténèbres et la barbarie.
François Rabelais, toujours en 1532, exprime le même enthousiasme à plusieurs reprises. D'abord, il célèbre la Renaissance dans une lettre en latin adressée au médecin André Tiraco, où il définit cette période comme le siècle si plein de lumière, la restauration des plus hautes sciences grâce à la faveur singulière des dieux, le soleil au flambeau éclatant un fa dégagé du brouillard épais et presque cimérien de l'époque gothique. Rabelais met à nouveau l'accent sur l'éclat de cette période dans la célèbre lettre de Gargantua à Pantagruel, dans un passage que la critique littéraire a appelé le chant triomphal de la Renaissance. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, les langues rétablies. Grec, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savante, hébraïque, chaldéique, latine, les impressions tant élégantes et correctes en usage qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine, comme à contrefil l'artillerie par succession diabolique. Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples. Je vois les brigands, les bourreaux, les aventuriers et les palefreniers de maintenant plus doctes que les docteurs et prêcheurs de mon temps. Que dirais-je? Les femmes et filles ont aspiré à cette louange et manne céleste de bonne doctrine. Dans ce passage, nous pouvons voir d'abord l'importance donnée à l'étude des langues de l'Antiquité, nécessaire non seulement pour la lecture des textes classiques, mais aussi pour la compréhension de la Bible. Ensuite, Gargantua oppose l'imprimerie, invention divine parce qu'elle contribue à la diffusion du savoir, et l'artillerie, qui est en revanche diabolique. Cela révèle non seulement le caractère pacifiste du courant humaniste, mais aussi l'importance de la divulgation des connaissances chez les peuples. Enfin, nous pouvons remarquer que Gargantua fait l'éloge des femmes savantes de son époque. L'apport des femmes à la Renaissance fut en effet fondamental. Nous pouvons rappeler non seulement des femmes des lettres comme Marguerite de Navarre ou Louise Labbé, mais aussi les veuves des imprimeurs qui, souvent restés anonymes, prennent le relais dans la gestion des ateliers typographiques. La mise en place du renouveau culturel de la Renaissance s'accomplit au moyen de différentes disciplines. La philologie, qui permet de mettre au jour les textes de l'Antiquité en latin, grec et hébreu. La rhétorique, l'art de bien parler, qui remplace le sérieux de la dialectique et offre une nouvelle approche de la langue et de la pensée. La philosophie, surtout néoplatonicienne, qui offre une vision du monde lumineuse où la fin de l'homme est de se réunir avec le divin. Toutes ces disciplines en forment le XVIe siècle et caractérisent tout particulièrement la littérature de cette période. Mais le XVIe siècle ne fut pas un âge d'or. Cette période est en effet marquée par une rupture religieuse. Le protestantisme, qui avait débuté en Allemagne en 1517 avec l'affichage de 95 thèses de moine Martin Luther, se répand très vite en France. La doctrine de Luther peut être résumée en 3 points. Sola gratia. L'homme est justifié gratuitement par la seule grâce accordée par Dieu. Puisque la volonté humaine a été corrompue par le péché originel, l'homme n'a qu'un libre arbitre. Sola fide. Seule la foi permet à l'homme d'être sauvé. Les œuvres de la doctrine chrétienne sont donc dépourvues de tout rôle salvifique. Sola scriptura. Seule l'écriture est la source de la vérité. Il faut alors libérer le texte des glosses de la tradition ecclésiastique. Les idées luthériennes ont plusieurs conséquences. D'abord, puisque l'Église n'est plus conçue comme une institution divine mais seulement humaine, elle n'est plus indispensable. Il y a ici alors la mise en discussion de Rome et de sa hiérarchie. Par conséquent, le sacerdoce devient universel et il n'y a plus de distinction entre les clercs et les laïcs. L'on modifie enfin l'importance des sacrements. Le nombre de 7 est réduit par Luther à 2, la scène et le baptême. La croyance dans la transsubstantiation pendant l'Eucharistie est également supprimée. En France, la dissidence religieuse prend d'abord des formes modérées. En 1521, Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux, réunit autour de soi un groupe de prédicateurs connus avec le nom de Cercle de Meaux, qui se consacre à une mission: diffuser des traductions en langue vulgaire de l'Évangile et favoriser l'expérience personnelle du sentiment religieux. Ces courants spirituels, appelés évangélisme, côtoient dangereusement les positions de Luther,
mais d'abord accepté parce que le cercle de Meaux est protégé par la sœur du roi, Marguerite de Navarre. Mais en 1525, le Parlement engage des poursuites contre le cercle de Meaux qui en entraîne la dislocation définitive. Certains mêmes membres de la cour continuent cependant d'y adhérer. Parmi les évangéliques les plus fervents, nous trouvons le poète Clément Marot, qui sera emprisonné à plusieurs reprises pour des faits liés à ses idées religieuses. En France, la réforme s'accomplit surtout grâce aux idées de Jean Calvin. Le réformateur français, qui a une formation humaniste, est d'abord lié au cercle des évangéliques. En 1533, il rédige un discours en faveur de l'évangélisme pour le recteur de la Sorbonne, Nicolas Cop. En 1534, après la répression qui fait suite à l'affaire des placards, Jean Calvin se réfugie en Suisse. En 1536, il publie à Bâle son Institution de la religion chrétienne en latin, où il défend les évangéliques. Il traduit lui-même cette œuvre en français en 1541. Il s'agit de la première publication en langue vernaculaire d'un texte théologique. Mais quelle est la réaction du pouvoir face à la diffusion de ces mouvements religieux ? Nous avons déjà fait mention de l'affaire des placards. Au nuit d'octobre 1534, l'on affiche dans plusieurs villes de France et au château d'Amboise, résidence de François Ier, des textes injurieux contre la messe papale, et en particulier contre l'Eucharistie catholique, écrits par un pasteur picard, Antoine Marcourt. Ces placards sont affichés jusque sur la porte de la chambre à coucher du roi. Si jusqu'alors le roi s'était montré plutôt bienveillant envers le dissident religieux, cet événement va changer radicalement son attitude. La réaction des autorités ecclésiastiques et royales est en effet rigoureuse et comporte des arrestations et l'interdiction provisoire des activités des imprimeurs et des libraires. En 1535, à Paris, François Ier prend la tête d'une procession expiatoire à l'issue de laquelle 6 personnes sont brûlées vives. Parmi les victimes illustres des persécutions de cette époque figure Étienne Delay, imprimeur et érudit, qui en 1546 est brûlé avec ses livres sur la place Maubert. L'Église catholique réagit à la réforme en convoquant le Concile de Trente, qui a lieu de 1545 à 1563, afin de répondre aux idées protestantes et de donner assise à son dogme. C'est ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique. En France, les tensions religieuses et politiques qui opposent les catholiques et les protestants culminent avec les guerres de religion, 8 au total, qui ont lieu de 1562 à 1598. L'événement déclencheur en est le massacre de Vassy en 1562, quand les troupes catholiques du duc de Guise incendient un grenier où l'on célèbre le culte protestant. 10 ans après, les Huguenots sont victimes du massacre de la Saint-Barthélemy, commencé la nuit du 24 août 1572, qui provoque la mort d'au moins 10 000 personnes en France. Comme nous le verrons, la littérature va traduire pleinement les contrastes du XVIe siècle, situés entre lumière et ombre, principe de l'unité et tendance centrifuge, redécouverte d'une antiquité idéale et confrontation avec un présent dramatique. Le terme d'humanisme est parfois récusé par les historiens parce qu'il n'apparaît que dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Par contre, le terme humaniste est déjà utilisé au XVIe siècle. Il désigne l'humaniste, mot italien donné aux professeurs de lettres classiques, mais aussi plus largement à tous ceux qui se consacrent aux studia humanitatis, les humanités, c'est-à-dire l'étude des cultures et des langues de l'Antiquité. Au cœur du courant humaniste, nous trouvons l'idée que l'homme est en mesure de se façonner et de s'élever jusqu'à la divinité. Dans la dignité de l'homme, Pic de la Mirandole affirme que l'homme peut aspirer à la nature des anges à partir de son propre jugement. Ainsi, dans ce discours, Dieu adresse à l'homme ces mots. « Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire de pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales, tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. » Les humanistes essaieront de parvenir à l'épanouissement de l'homme au moyen des lettres, des arts et des sciences.
La culture humaniste est le résultat de la confrontation des hommes de cette époque avec le Moyen Âge d'une part et l'Antiquité de l'autre. Ce courant se caractérise d'abord par la volonté d'avoir une connaissance encyclopédique du monde et de remonter aux sources de l'Antiquité. Mais les universités n'étaient pas en mesure de répondre aux demandes des humanistes. En effet, l'enseignement scolastique d'origine médiévale était surtout axé sur la logique formelle et sur le commentaire linéaire de textes de droit civil et canon et de théologie, et n'incluait pas l'étude critique des textes antiques. Les humanistes s'opposent à ce système et souhaitent redonner du lustre à l'étude des belles-lettres au moyen d'instruments nouveaux. Le premier instrument des humanistes est la philologie, l'étude critique d'une langue et de sa littérature à partir de documents écrits. Au Moyen Âge, les textes de l'Antiquité avaient fait l'objet de commentaires et d'ajouts qui les avaient modifiés. Les humanistes sont conscients que les textes classiques font partie d'un contexte culturel et historique spécifique et visent donc à l'épurger de tous ces éléments qui ne peuvent pas leur appartenir. À cette fin, les humanistes se consacrent à 3 activités. L'étude du grec, du latin et de l'hébreu afin de lire les textes originaux, la chasse aux manuscrits, surtout dans les bibliothèques des monastères, la collation, c'est-à-dire la confrontation de plusieurs manuscrits afin de détecter les erreurs et les interpolations survenues au cours des siècles. En France, Guillaume Budet s'impose comme l'initiateur de la philologie et contribue à l'étude du grec en France et en Europe. Les philologues étudient aussi l'écriture afin de la dépouiller des glosses médiévales et montrent que les dogmes de l'Église sont souvent fondés sur des éléments qui ne sont pas dans le texte sacré. Parmi les humanistes français, Lefebvre d'Étaples est le premier à s'engager dans ce type de travail philologique. Il traduit en français, à partir de la Vulgate en latin, le Nouveau Testament, les psautiers et l'Ancien Testament. Le travail philologique sur les textes sacrés va être fondamental dans le contexte de la Réforme. À la Renaissance se modifie le modèle d'interaction entre les humanistes européens. L'historien Marc Fumaroli a défini le cercle européen des humanistes comme un véritable réseau social. Par l'intensité de leurs échanges épistolaires et de leurs voyages et par leur polyglottisme, les humanistes bâtissent une véritable république des lettres. Cette expression, res publica literaria, est employée pour la première fois par Francesco Barbaro dans une lettre à Poggio Bracciolini. Les humanistes désignent Erasme de Rotterdam comme chef idéal de cette république. Ces interactions s'établissent aussi par la création d'académies, comme par exemple l'Académie néoplatonicienne, Academia Neoplatonica, fondée à Florence par Massile le Fissant, ou l'Académie du Palais, fondée à Paris par Henri III. Nous voyons ici 2 pages issues de livres publiés à des moments différents de l'histoire de l'imprimerie. Pour des raisons de lisibilité, les 2 images ont la même dimension, mais il faut imaginer que le livre à droite a des dimensions bien plus petites que celui à gauche. À gauche, nous voyons un incunable. Un incunable est un livre imprimé avant 1501. Le terme vient du latin incunabula, qui signifie l'ange d'un nouveau-né ou berceau. C'est donc l'enfance du livre imprimé à proprement parler. Ce livre est en particulier l'un des 2 exemplaires de la Bible de Gutenberg conservés à la Bibliothèque nationale. Il s'agit d'un infolio formé de feuilles imprimées pliées une seule fois. L'infolio est un format imposant, onéreux, et réservé pour cela à des ouvrages d'une grande importance, et conçu pour la seule consultation dans le cabinet de l'érudit. Plusieurs éléments rapprochent ce livre imprimé d'un manuscrit. D'abord, il est imprimé sur vélin, un type de parchemin très souple réservé aux ouvrages de luxe manuscrits ou imprimés. Il utilise ensuite des caractères gothiques, typiques du Moyen Âge, mais encore utilisés à la Renaissance pour des ouvrages religieux. Il possède enfin de caractéristiques visuelles proches du manuscrit, notamment le lettrine illuminé, orné à vive couleur, et la rubrication, c'est-à-dire l'ajout de texte à l'encre rouge réalisé à la main. Le livre dans l'image à droite est une édition des Métamorphoses de Ovide imprimée en 1557 par l'imprimeur lyonnais Jean de Tourne.
La page que nous voyons ici illustre en particulier le mythe d'Apollon et Daphné. Cette édition est un exemple de livre humaniste pour plusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'un in-octavo, un petit format qui se prête très bien à être transporté. C'est un véritable livre de poche, bien adapté au style de vie dynamique des humanistes. Le sujet est par ailleurs pleinement dans le goût de l'époque pour les motifs antiques et païens. Ce livre n'est pas imprimé en caractère gothique comme les précédents, mais en caractère romain, utilisé pour les titres, et italique pour les textes poétiques. Aussi, les illustrations de ce livre nous signalent quel est son contexte de fabrication et de réception. En effet, le cadre est orné de grotesques, des décorations qui furent découvertes dans la Domus Aurea à Rome à la fin du XVe siècle et qui devinrent un élément fondamental de la peinture et de l'architecture de la Renaissance. Enfin, nous pouvons observer que la gravure, réalisée par Bernard Salomon, est effectuée en style maniériste du fait du mouvement et de la torsion des figures. Ces deux exemples nous rappellent que la matérialité même du livre nous donne des indices importants sur la production et la transmission d'une œuvre littéraire au XVIe siècle. Dans cette image, nous voyons un frontispice illuminé par Jean Clouet. Il est issu d'un manuscrit offert au roi François Ier en 1534. Ce manuscrit est la traduction par Antoine Maco des 3 premiers livres de Diodore Sicilien, historiographe grec. Dans la luminure, nous voyons au centre le roi François Ier, en train d'écouter Antoine Maco qui lit sa traduction du texte de Diodore. Le roi est entouré de ses 3 fils, dont le futur Henri II, mais aussi de ses conseillers et des membres les plus notables de sa cour. Par exemple, nous voyons derrière lui, habillé en noir, le philologue Guillaume Budet. Nous avons déjà vu les aspects les plus sombres du règne de François Ier. Pourtant, ce roi donna aussi une grande impulsion à la restauration de l'être en France. Un point est pourtant à souligner. Dans ce projet, le roi est soutenu, voire guidé, par sa mère Louise de Savoie et par sa sœur Marguerite de Navarre. 2 réalisations valent notamment au roi la réputation de père et restaurateur de lettres. La première est l'extension de la bibliothèque royale. Outre la bibliothèque du château de Blois, le roi en fonde une nouvelle à Fontainebleau. Le premier grand maître de la librairie est Guillaume Budet. Pour enrichir cette bibliothèque, François Ier envoie en Italie des équipes de copistes pour reproduire de manuscrits. Mais l'initiative la plus importante est en 1537 l'ordonnance de Montpellier, à l'origine du dépôt légal, qui oblige tous les imprimeurs à déposer dans la bibliothèque royale un exemplaire de chaque livre imprimé. En 1544, le contenu des 2 bibliothèques est rassemblé à Fontainebleau et ce fonds donnera ensuite naissance à la Bibliothèque nationale. La deuxième contribution du roi à l'humanisme est la fondation du Collège royal, origine du Collège de France. L'idée est née en 1517, mais elle se concrétise seulement en 1530 avec l'institution de 4 lecteurs royaux pour l'enseignement du grec et de l'hébreu. S'ajoutent à celle-ci d'autres disciplines: le latin, les langues orientales dont l'arabe, la rhétorique, la philosophie, les mathématiques et la médecine. Par ces initiatives culturelles, François Ier veut surtout accomplir ce qu'on appelle une translatio studii, c'est-à-dire le transfert du savoir de l'Italie, héritière à son tour de l'Antiquité, vers la France. De fait témoigne de l'amour de François Ier pour l'art et la littérature italiens. D'abord, le roi constitue une riche collection de peintures et de sculptures italiennes et décore le château de Fontainebleau avec les œuvres des peintres Rosso et Primatis. Léonard de Vinci, invité par le roi, vécut ces dernières années au château d'Amboise. C'est à cette période que le roi acheta à l'artiste italien le célèbre portrait de la Joconde. Sur le plan littéraire, un événement peut être considéré comme une métaphore de ce transfert. En 1533, le poète Maurice Sèvres découvre dans une chapelle à Avignon un sépulcre renfermant ce que l'on croit être le corps de Laure, la femme chantée par le poète italien Pétrarque. Le roi assiste à l'ouverture du tombeau de Laure et on lui attribue même un épitaphe en vers à l'honneur de la dame, qui en vérité aurait été
été composée par Maurice Sèvres. La littérature se fait écho de ce transfert et le pétrarchisme s'impose au XVIe siècle comme le courant poétique dominant, par la poésie de Maurice Sèvres de la Pléiade. La translation studie souhaitée par le roi s'accompagne aussi de la volonté d'accomplir une translation en péri, c'est-à-dire un transfert du pouvoir de l'Italie vers la France, dont témoignent en particulier les guerres d'Italie. Ainsi, il faut garder à l'esprit qu'au XVIe siècle, la littérature est un instrument du pouvoir et qu'elle s'inscrit très souvent dans un projet politique qui vise à poser les fondations de la France en tant qu'État moderne. Le XVIe siècle est traversé par la réflexion générale sur la langue et par la volonté d'illustrer la langue française, de donner lustre et clarté à la langue, comme l'écrit le poète Barthélemy Hanot. Les théoriciens de la langue s'interrogent d'abord sur la langue des origines. Conformément à l'enseignement de la Bible, ils identifient la première langue avec celle d'Adam. Puisque le premier homme avait reçu la connaissance du monde, il y avait une correspondance entre le nom et la chose nommée. Mais cette langue adamique s'est trouvée divisée lors de l'édification de la tour de Babel. Quelle langue correspond à cette langue originelle? L'on propose à cet égard différents candidats. La langue chaldéique, la syriaque, le germain ou encore le gaulois. Mais l'hypothèse la plus répandue identifie la langue des origines avec l'hébreu. Selon les kabbalistes, en particulier, lire l'alphabet hébreu revient à connaître le monde, parce que Dieu a fabriqué le monde en correspondance avec les 22 lettres de l'alphabet. Il ne faut pas s'étonner alors si l'étymologie est au XVIe siècle une discipline très pratique. En étudiant les origines des mots, les humanistes souhaitent aussi découvrir la source commune et divine des langues. Dans cette réflexion, d'autres questions se posent. La langue est-elle arbitraire ou nécessaire? Pour les Hébraïsants, la langue est évidemment nécessaire, puisque son origine divine garantit la convenance entre le signifiant et le signifié. Pour d'autres, comme Rabelais, la langue est arbitraire. Les langages sont par institution arbitraire et convenance des peuples. Les voix, c'est-à-dire les mots, ne signifient naturellement mais à plaisir. En ce qui concerne la langue française, les humanistes visent à montrer son antiquité et sa noblesse. Pour Guillaume Postel, par exemple, les Gaulois et leur langue sont les descendants des Hébreux, et notamment les descendants de Noé. Une autre hypothèse, celle du celtellénisme, fait descendre les Français des Troyens. Ainsi, le grec aurait été transmis au peuple français par l'intermédiaire des druides qui l'auraient pratiqué. Mais les savants du XVIe siècle ne s'occupent pas seulement de la généalogie du français et donc de son passé. Ils souhaitent aussi refléter sur son présent et son futur. La France, à cette période, se trouve dans une condition de plurilinguisme, par la coexistence de différentes langues. Plusieurs dialectes, dont le breton et le dialecte occitan, qui ont été délaissés en tant que langue littéraire dès le XVe siècle. Le latin, qui est une langue grammaticale diffusée à l'échelle internationale et qui se présente sous deux formes. Le latin scolastique et ecclésiastique, langue de la liturgie et des savoirs techniques, et le latin humaniste et classique, modèle prestigieux d'une nouvelle littérature qui est en mesure de le rivaliser avec le français. Enfin, l'on parle en France d'autres langues européennes comme l'italien et l'espagnol. Avant le XVIe siècle, la langue française n'est pas une langue grammaticale et n'est pas encore codifiée. Il n'existe pas de dictionnaire et il y a peu de traités de rhétorique et de versification en langue vernaculaire. Le français se codifie à partir du XVIe siècle. Il s'agit de régler la langue à l'instar des langues latines et grecques afin qu'elle échappe aux fluctuations spontanées qui empêchent une langue de devenir un instrument de savoir. Une première forme de codification se produit par la typographie, c'est-à-dire la manière de former les lettres imprimées. Dans son Chant fleuri, publié en 1529, Geoffroy Théry préconise une forme idéale des lettres françaises. François Ier donne impulsion à la codification de la langue par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui préconise le recours au vulgaire du pays dans les actes de l'administration et de la justice, qui devront donc être prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français.
À cette ordonnance fait suite la constitution de la lexicographie et de la grammaire française. La même année paraît ainsi le premier dictionnaire avec des entrées en français, le dictionnaire français-latin de Robert Estienne. Les premières grammaires à être rédigées en français sont celles de Louis Maigret en 1550 et de Robert Estienne en 1557. La langue française doit pourtant encore gagner ses lettres de noblesse en tant que langue littéraire. C'est précisément l'objectif de la défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay, publié en 1549, qui vise à enrichir la langue française sur le modèle de langues anciennes, tout en affirmant son génie et sa noblesse. Pour cela faire, du Bellay propose le concept d'innutrition qui s'oppose à celui de traduction. Selon du Bellay, l'écrivain doit prendre sa nourriture chez les anciens, les Italiens, mais l'assimiler et la transformer par une interaction avec les principes spécifiques et vitaux de la langue française. Dans le diaporama dédié à la Pléiade, nous verrons la manière dont les poètes appartenant à ces groupes mettent en œuvre les théories littéraires présentées par du Bellay.